Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité. Nous vous proposons de parler de la mort de Cheikh Agha-Oussa. Cheikh Agha-Oussa qui a perdu la vie suite à l'explosion de son véhicule à Kidal. C'était le samedi dernier 8 octobre. Nous allons parler de la situation sécuritaire avec la création d'un nouveau groupe armé. Il s'agit du CJA, Congrès pour la justice dans l'Azawad. La visite de la chancelière Angela Merkel, la chancelière de l'Allemagne au Mali, suivie de cette visite du vice-ministre des Affaires étrangères russe, Michael Bogdanov. Nous dirons deux mots sur cette situation qui prévaut au niveau de Rangol. Rangol qui a vu ses bureaux fermés suite à un incident fiscal, nous dit-on. Nos invités pour en parler sont Boubacar Paintao, il est de l'Indépendant, Fakara Faïndé du Républicain, Amadengue Sagara du journal Soloni et Sidiki Kouyaté de RFM que nous recevons pour la première fois sur ce plateau. Vendredi 14 octobre, je suis Ousmane Diadje Touré à la présentation. La mise en onde vous est assurée par Salim Diouara. Le grand dialogue. Le chef de la branche armée du HCUA a donc été tué à Kidal le samedi 8 octobre. Cheikh Agha-Oussa quittait une réunion au siège de la MINUSMA. Son véhicule aurait sauté sur une mine à environ 200 mètres d'ailleurs du siège de UN basé à Kidal. Monsieur Fainke, dites-moi, vous êtes du Républicain, dites-moi, est-ce que cette thèse vous paraît plausible? Parce que j'ai entendu beaucoup de gens me dire, ou dire de droite à gauche, que ça ne paraît pas vraiment plausible que son véhicule ait sauté sur une mine, puisque c'était quasiment le dernier véhicule, il y avait d'autres véhicules qui étaient passés par là. Est-ce que ça vous paraît plausible comme théorie? Merci Diadje. Et je remercie beaucoup tous les dirigeants de Tamani et tous les journalistes de Tamani. Et vous savez bien que la mort de Cheikh Agha-Oussa a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous vous rappelez que pratiquement, même des militaires maliens, c'est-à-dire il y a un colonel qui a sauté sur une mine au nord, pour qui a fait un peu le nord. Et quand vous circulez, chacun a son chemin. Chacun prend un chemin, tellement que c'est vaste. Peut-être que ça peut être parce que le nord est devenu un bourbier maintenant. Moi, je dis un bourbier, en ce sens que les mines, j'ai un peu touché les spécialistes. Dans le sable, les mines se déplacent également dans le sable. Donc, ce qui veut dire, ceux qui ont poser ces mines ne savent pas là où se trouvent ces mines-là. Donc, difficile d'identifier. Il faut attendre les enquêtes. Mais comme psychologiquement, les gens veulent que ça soit, qu'on dise que c'est un attentat, c'est ce que les gens veulent qu'on dise. Sinon, il y a des colonels qui ont sauté sur des mines, des militaires maliens. Vous savez que dans la jungle comme ça, pratiquement ceux qui commencent la guerre. On parle de Kidalville, quasiment 200-300 mètres du siège de. Oui, 200 à 300 mètres du siège. Où il y a des véhicules lourds, des engins lourds qui sortent, qui font des va-et-vient. Effectivement, même avant-hier, vous avez entendu que pratiquement il y a des militaires français qui ont sauté sur des mines. Donc cela n'est pas à exclure, mais je crois que pour s'abstenir de tout commentaire, si on n'a pas de preuves, il faut attendre les enquêtes. D'accord. C'est ce que je pense. Merci Sidiki Kouyaté. Vous êtes de RFM, vous partagez ce plateau pour la première fois. Bienvenue. Dites-moi, qu'est-ce que sa mort peut poser comme problème pour la sécurité déjà de la région? Parce qu'on dit que Cheikh Agha-Oussa était quand même l'un des garants de la sécurité à Kidal. Moi, je dirais le contraire, tout simplement. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, qu'il est sauté sur des mines ou pas, il faudrait que les gens reconnaissent que ce monsieur-là, il a participé pratiquement au massacre d'Aguelog. Donc, ça reste encore des allégations. Maintenant, on a parlé d'enquête. C'est pour vous dire finalement, les enquêtes au Mali, qu'est-ce que ça veut dire finalement, les enquêtes? Maintenant qu'il est sauté sur des mines ou que sa voiture soit piégée, de toutes les façons, il est mort.
n'est-ce pas? Maintenant, respect aux morts, mais il faut une certaine vérité également pour les vivants. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, le mal est miné. De Kidal aujourd'hui à... Je dis que de Kidal, on peut dire au fin fond de Caille aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que tout le monde peut être dans des problèmes de ce genre-là. Donc quand on crée une situation d'insécurité, même ceux qui créent la situation d'insécurité sont aussi en insécurité. Donc c'est une leçon ici qu'on peut seulement tirer. Dire que là où nous sommes aujourd'hui, chacun doit comprendre qu'on doit sortir de là. Parce que les enquêtes ne vont rien donner. Quand on fait les enquêtes et que les enquêtes prouvent que sa voiture a été piégée, alors par qui? Encore ça, c'est une enquête. Et alors, même si les auteurs sont connus, qu'est-ce qu'on va faire de ces auteurs-là? Étant donné que cette situation au nord aujourd'hui permet à tout le monde d'avoir des armes sur eux et n'importe comment. Et les mines qui sont sous terre maintenant, ces mines peuvent exploser à tout moment. C'est vrai, dire qu'il y a des voitures qui ont passé avant, c'est-à-dire qu'il y a des véhicules qui ont passé avant son véhicule. Bon, pratiquement avec les histoires de mines, ça ne se vérifie pas parce que normalement, souvent, ça peut se passer comme ça. Il y a les premiers véhicules qui vont passer et c'est le dernier véhicule qui va trouver que vraiment c'est ce que ça dans ressort. ce cas, ça nous éviterait donc de parler de cette théorie du complot posée, comme pour qu'on ait posé une mine devant lui, puisqu'il n'était pas le véhicule de tête ou le premier véhicule à être passé par la route. Oui, c'est ça un peu, parce que quand les premiers véhicules passent là, les premiers véhicules en passant vont enlever vraiment c'est-à-dire qu'ils vont enlever la terre. Et c'est les derniers véhicules également qui viendront trouver que la mine maintenant est à l'air libre, sans seulement que ça peut sauter facilement. Ça aussi, c'est une théorie, pratiquement. Merci. Yamadengue Sagara du journal Soloni, dites-moi, est-ce que la mort de Cheikh Agaoussa va être de nature, par exemple, à menacer ou à changer le processus de paix en cours? Je ne pense pas. Je ne pense pas que sa mort puisse changer quelque chose. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il était le garant de la sécurité en quelque sorte. Selon certains. Ok, mais moi je ne vois pas la chose comme ça. Il était quand même, les commerçants de Gao qui sont à Kidal ont quand même dit qu'après sa mort, ils vont quitter, puisque c'était Cheikh Agaoussa qui leur garantissait une certaine sécurité. Bon, ils peuvent le dire, ou bien c'est ce qu'on essaie de les faire croire. Mais moi, je pense que sa mort ne changera en rien au processus de paix qui est déjà enclenché. Ni en bien, ni en mal. Ni en bien, ni en mal, parce que à défaut, bon, au-delà de ces allégations, comme il vient de le dire, moi, la théorie du complot, bon, rien n'est encore précis. Il ne faut pas faire des allégations, il ne faut pas dire des choses qu'on ne maîtrise pas. Et comme il l'a dit, le dernier véhicule peut bien sauter, comme le premier véhicule. Donc la thèse du complot ici ne marche pas. Et d'ailleurs, qui gagnerait à l'assassiner? Voilà, encore c'est à Kidal. Si c'était à Tombouctou, à Bamako ici, c'était encore soutenable, mais sur son territoire, je crois que... Sur son territoire. Sur son territoire, parce que c'est comme ça que j'appelle la chose. Et si certains pensent qu'il est le garant de la sécurité là-bas, tant mieux, mais moi je ne vois pas ainsi. Je le vois tout simplement comme un chef de guerre. Et celui-là, comme il a dit, qui a aidé à massacrer, n'est-ce pas, des innocents, des soldats ici. Il reste à mes yeux, voilà, un chef de guerre, un rebelle. Donc... tant mieux, c'est un coup dur. On va dire ex-rebelle, puisqu'il y a quand même une signature, la signature de l'accord. Non, aussi longtemps que l'accord ne sera pas mis en œuvre, moi je les considère comme des rebelles. C'est des jeux de mots, c'est des jeux diplomatiques, mais en tout cas la réalité sur le terrain est tout autre. Est tout autre du moment où l'armée malienne ne peut toujours pas rentrer à Kidal. Donc je les considère toujours comme des rebelles. Mais comme je le dis, voilà, c'est un coup dur pour le mouvement, la SEMA. C'est un coup dur parce que là, c'est un chef qui est parti. En dehors de cela, moi, je ne vois pas en quoi voilà, sa mort peut freiner voilà, le processus de paix enclenché. Merci Boubacar Paintao, vous êtes journaliste à l'Indépendant. Dites-moi, Cheikh Agaoussa a souvent été associé à les djihadistes. Il y a ces fameuses vidéos qui l'ont montré aux côtés de Yad Agali de Ansardine. Comment est-ce que ce monsieur s'est retrouvé justement dans le processus de paix aux côtés du HCUIA? Bon, maintenant, je crois que je vais tout d'abord remercier les auditeurs de Studio Tamani. Mais permettez-moi, avant de répondre à votre question, de revenir un peu en arrière par rapport à l'intervention de Sagara qui dit que sa mort ne va rien changer. Sa mort va changer beaucoup de choses parce que c'est pas n'importe qui
c'est pas n'importe qui est parti, c'est le chef militaire. Je crois que sa mort va peser une énorme pression sur les groupes armés. Maintenant, par rapport les groupes armés, à savoir le ACUA, mais est-ce que sa mort va avoir une quelconque pression sur le MNLA, par exemple? Bon, c'est le chef militaire de la CMA. Du HCUA. C'est le chef militaire du HCUA, et non de la CMA. Mais tout compte fait. C'est-à-dire que, en fait, moi, je l'ai plusieurs fois dit sur ce plateau que, c'est-à-dire que, en fait, moi, je ne veux pas de différence entre ces groupes armés. C'est un système de vases communicants. Ils sont MLLA selon les circonstances et selon d'autres circonstances, ils sont HUA. C'est-à-dire que. Est-ce que vous faites une différence entre les groupes armés de la plateforme? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'un groupe armé reste toujours un groupe armé. C'est-à-dire qu'ils font des combats de circonstances et lorsque les conditions changent, ils changent c'est-à-dire de physionomie. C'est comme cela. Hein. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, c'est-à-dire que pour revenir à votre question, mais comment celui-là est accepté dans le processus de paix, alors que, c'est-à-dire que Yad Agali, c'est-à-dire que est complètement hors-jeu, parce que moi je ne comprends pas. Beaucoup de Maliens se posent la question, parce que tout simplement, c'est des gens, aujourd'hui, Amsardine, je crois, au conseil, mais c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. Maintenant, par rapport à la théorie du complot, moi je ne vais pas dire que c'est la théorie du complot, mais tout simplement, je vais tout simplement dire que ça nous permet sa mort, les conditions dans lesquelles, c'est-à-dire qu'il est mort, c'est-à-dire qu'on peut se poser des questions. Parce que moi je ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, l'ONU, c'est-à-dire que nos partenaires disent que voilà, il faut appliquer l'accord de paix, il faut le retour de l'armée, il faut. La France dit qu'il faut le retour de l'armée, les États-Unis. Maintenant, moi je pense que quand tu regardes ce bourbier-là, dans ce bourbier, maintenant ils vont dire que tous ceux qui sont hostiles à ce nouveau schéma du fait de retour de l'armée, parce que c'est la communauté internationale qui s'est prononcée maintenant, ça suffit, il faut que l'armée revienne, il faut que l'administration revienne à Kidal. Mais c'est le même discours. Oui, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Ce qui a changé cette fois-ci. C'est pas la même chose, c'est que, c'est-à-dire qu'on tient cette réunion juste pour voir l'idée ou encore la perception des uns et des autres. Maintenant, ceux qui sont aussi, entre-temps, sa voiture est garée dans la cour de l'aménagement, mais beaucoup de choses peuvent se passer. On peut se poser des questions. Je crois que, la réponse à ces questions-là va nous permettre de décider beaucoup de choses par rapport à ces. Maintenant, c'est des gens, ils trouvent leur compte dans ce chaos-là. Hein, c'est le désordre qui les arrange. Maintenant, et ils ne peuvent pas accepter, ils voient très mal la présence de l'armée et que, c'est-à-dire que la présence de l'administration et qu'ils soient mis sous une quelconque tutelle. Maintenant, moi je pense que c'est mal par rapport à tout ça. Hein. Merci. Je vais rapidement aborder cette attaque entre Nampala et Djabali, attaque qui a fait 4 morts et 7 blessés, un convoi de ravitaillement de l'armée qui a été victime d'attaque hier à Nampala. Fakara Faïndé, dites-moi, est-ce que c'est une attaque de trop? Bon, vous savez, j'ai toujours, quand on a signé les accords, on a l'habitude de me demander Radio Fréquence 3. J'ai dit que la guerre n'a pas commencé encore. On va continuer. Il faut compter sur ça. Ce qui est important, c'est que l'ancien ministre de la Défense, Soumil Boubéi, a eu à dire nous ne devons plus rester dans une posture défensive. Il faut que l'armée sorte. Il faut qu'on fasse des patrouilles. Il faut donner les moyens aux hommes sur le terrain pour aller chercher là où il y a les attaques. C'est ça. Tant que nous allons rester sur cette posture défensive, je crois que l'armée va toujours récolter les pots cassés. Et là, le renseignement aussi est très important. Il faut travailler sur ça également. Il faut donner les moyens à la police, à l'armée, de faire des patrouilles, de multiplier les renseignements et même les populations. Il faut inclure les populations dans la recherche des bandits. Et on se souvient du temps de Modibo. Il y avait cette façon Modibo Keïta, le premier président, où il y avait une manière de faire participer
les populations à la recherche de la paix. Et ça, il y a des groupes qui sont formés par l'armée, qui sont suivis par l'armée. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. D'accord. Fakara Faïndé, merci. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté au studio Tamani. Vous suivez le grand dialogue, c'est le forum de la presse, la revue hebdomadaire de l'actualité avec nos collègues de la presse. Ils sont avec nous, Boubacar Pintao de l'Indépendant, Fakara Faïndé du Républicain, Amadengue Sagara du journal Soloni, Sidiki Kouyaté de RFM. Sidiki Kouyaté, justement, dites-moi, aujourd'hui, on parle quand même de plus de 50 soldats maliens morts les 3 derniers mois. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement changer ça? Bon, vous savez que nous sommes dans une situation d'insécurité que nous avons peut-être acceptée ou créée en quelque sorte. Parce qu'il faut retenir qu'il y a Mahamadou Youssouf du Niger, le président vraiment du Niger. Il a dit clairement que pour pallier à ce problème, il ne faut pas que le Mali fasse la différence. Sinon, il ne faut pas que le Mali, aussi bien que la communauté internationale... Que le Mali fasse la différence. La différence entre ces groupes armés. Comme vraiment... il ne faut pas faire de différence. Et il y a également le président Poutine, le président de la Russie, qui a dit clairement qu'on ne peut pas lutter contre ces gens-là lorsqu'on fait la différence entre eux. Et c'est ce que le Mali a fait. Lors de la transition, je crois que le président, la transition à son époque, M. Djongna Traoré, il a dit qu'il y a des groupes qui sont éligibles à la négociation. Et du coup, ils ont demandé à certains groupes, sinon à certaines personnes, d'accepter, c'est-à-dire d'accepter le transfert. Mais maintenant, c'est comme ça que Cheikh Aoussa a quitté du rang de Ansardine pour venir dans le Haut Conseil, c'est-à-dire que dans HEA. Parce que HEA, auparavant, c'était MIA, c'est-à-dire que c'était MIA, parce qu'il a connu plusieurs... Le mouvement islamique de l'Azawad. Voilà, c'est ça. Donc, c'est MIA qui est transformé, mais c'est MIA qui est devenu HEA. Et sous la demande de la communauté internationale, en quelque sorte. Parce qu'avec le mot mouvement islamique de l'Azawad, ça ne collait pas pour être vraiment à la négociation. Maintenant qu'il a été établi... Donc vous dites donc que le HCUA et les islamistes, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Oui, c'est ça. C'est la même chose, quoi, pratiquement. Donc maintenant, c'est les circonstances qui font que souvent ils sont X ou Y. Bon, maintenant, ça dépend. Parce que c'est des ennemis qui sont là. C'est des ennemis qui incorporent même la société. Aujourd'hui, le Mali a accepté ces gens-là sur la table de négociation, le sachant bien. Oui. Donc ces gens-là, aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas compter avec eux quand même? Non, on ne peut pas compter avec eux dans la mesure où... Vu que toute la communauté internationale les a acceptés sur la table de négociation et que l'État malien les a acceptés, l'État qu'on a légitimement mis en place. Oui, je sais, mais sauf que ce même État a dit qu'il y a des groupes qui ne sont pas éligibles aux négociations. Oui, mais ce même État qui a accepté le HCEA à la table de négociation. Oui, mais il n'est pas dit que ces attaques-là viennent vraiment de HEA. Donc maintenant, ces attaques sont attribuées à des terroristes. Alors, qui sont ces terroristes-là finalement? Étant donné qu'il a été établi qu'il ne faut pas faire la différence. Qui tue? Mais est-ce que c'est Yaga Agali qui se réclame maintenant de ces attaques? Finalement, on ne le sait plus. Donc moi, je pense que pour pallier à tous ces problèmes, il nous faut finalement qualifier tous ces gens-là comme des narcotrafiquants, comme des terroristes, pour que vraiment le Mali puisse cesser avec ce problème-là. Parce que s'il y a des... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette zone, c'est-à-dire qu'à partir de Kidal jusqu'à Gao, jusqu'à Nampala, mais ça devient maintenant un nid pour ces terroristes-là, étant donné que chacun a le droit de s'armer. Parce qu'il y a l'accord qui dit quelque part que pour être reconnu comme groupe armé, il faut être armé. Donc ceux qui sont intéressés par le processus de DDR vont se donner tout le moyen du monde pour avoir des armes. Et ces armes, une fois qu'on les détient, et ça devient maintenant quelque chose qu'on doit s'en servir pour s'imposer quelque part. On peut faire du vagabondage et du banditisme avec. Voilà pourquoi on a fait ce problème. Merci beaucoup. Amadengue Sagara, dites-moi, aujourd'hui, Fakara Faïndé l'a tantôt dit, est-ce qu'il y a suffisamment de patrouilles? On a vu le chef militaire de Ségou patrouiller dans toute la zone il y a à peine une semaine. Est-ce que c'est la solution d'avoir des patrouilles régulières ou des postes fixes plutôt à certains endroits? Oui, je pense qu'il faut des patrouilles régulières surtout. Il ne faut pas le faire de façon occasionnelle.
Quand la situation dégénère, les éléments sortent, ils tournent, ils reviennent. Non, mais c'est facile quand même d'avoir ces mêmes personnes qui attaquent. Une fois qu'ils déposent les armes, ils se fondent dans la population. Comment est-ce qu'une patrouille va justement résoudre ce problème? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt avoir des postes fixes à certains endroits? Justement, quand vous parlez de confusion avec la population, vous savez, il y a eu beaucoup d'états d'urgence qui ont été décrétés ici dans notre pays. Mais l'état d'urgence, on sait ce que ça veut dire. Pourquoi, n'est-ce pas, ne pas entrer dans les familles, voir qui fait partie de la population, qui ne l'est pas, qui est étranger, qui ne l'est pas. Et je crois que faire ça, je n'ai pas. C'est une mission difficile quand même. On parle d'énormes. Le Mali, on a près de 15 millions d'habitants quand même. Non. Est-ce qu'il faut éplucher les 15 millions d'habitants? Non. Est-ce que vous ne nous envoyez pas aux théories de Donald Trump qui dit qu'il faut implanter des puces finalement? Bon, s'il le faut, mais est-ce qu'on va en arriver là? Mais quand vous prenez par exemple Nampala, où des groupes terroristes viennent faire des attaques, ils se replient. Nampala, c'est quand même une zone bien déterminée. Je pense qu'à mon avis, c'est plus facile de mener des patrouilles au sein de Nampala. Ça, c'est pas trop demandé. Et aujourd'hui, c'est plus facile pour ces forces de sécurité. Et ce que j'ai remarqué, les forces de sécurité ne vont pas sur le terrain. Les patrouilles, comme je l'ai dit, c'est périodique. Il faut renforcer la sécurité. Il faut renforcer la vigilance. Comme il a dit, ces groupes rebelles ne passent pas inaperçus. Ces soi-disant terroristes ne passent pas inaperçus. La dernière fois, quelqu'un me parlait comme ça, que ces groupes terroristes, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent attachement avec la population. Ils recrutent des jeunes. Puis ils proposent des sommes pour pouvoir, n'est-ce pas, mener ces attaques-là. Moi, je pense que le Mali doit vraiment renforcer la sécurité. Et si nous voulons vraiment sortir de cette situation, c'est cela. Sinon, il ne faut pas toujours s'asseoir, attendre qu'il y ait une attaque pour riposter ou mener des patrouilles. Ça, merci. Sera que... Boubacar Paintao de l'Indépendant, dites-moi, cette attaque de Nampala, est-ce qu'elle vous surprend? Comme il l'a dit, Nampala, c'est à Ségou, la région de Ségou qui est à peine 250 km de Bamako. Est-ce que cela veut dire que Bamako n'est pas à l'abri d'attaque aussi? Bon, moi, comme ça ne me surprend pas, comme je l'ai plusieurs fois dit, c'est que la nature a horreur de vide. La nature a horreur de vide. Quand tu dépasses ces zones-là, quand tu dépasses Nono, Djabali, Nampala, ça donne l'impression qu'on n'est même pas dans un état. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'administrateur, il n'y a personne. C'est-à-dire que la nature a horreur de vide. Un. De deux, est-ce que justement les administrateurs, les commis de l'État n'ont pas été poussés à quitter par cette insécurité? Oui, d'accord. Mais l'État qui est légitime ne doit pas accepter cette situation. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps occuper. C'est-à-dire que occuper, parce qu'il y a des camps à Nampala, mais au-delà de ces camps. Parce que Nampala, c'est des zones où on peut faire une semaine sans voir un véhicule. Mais si on voit 2, 3, 4 pick-up par jour, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Maintenant, il faut également compter sur la collaboration de la population. Maintenant, pour cela, il faut créer cette confiance-là à la population que le seul salut, c'est avec l'armée. Voilà. Mais quand on laisse la situation comme telle, situation de vide, ils viendront s'installer. C'est ça le problème. Maintenant, ça ne me surprend pas tant que l'État ne réoccupe pas ces zones-là convenablement. Quand je dis réoccuper, il ne s'agit pas d'aller aujourd'hui et d'attendre un mois pour y retourner. C'est-à-dire que réoccuper réellement ces zones-là. Parce que tant qu'on ne retourne pas dans ces zones-là, ces hommes-là, ils viendront toujours, parce qu'ils viendront avec des choses, avec quoi? Avec des petits trucs pour la population qui est dans des besoins énormes. Donc on peut dire que la pauvreté est l'une des causes aussi de la radicalisation aujourd'hui dans le pays. Effectivement. Merci. À présent, un autre thème, la création d'un nouveau mouvement politico-armé qui est dirigé par un ancien ministre de la fonction publique. Il s'appelle Hama Ag Mahmoud. Le Congrès pour la justice dans l'Azawad, CJA, est né. Il dit avoir comme objectif, entre autres, de garantir la viabilité et la fiabilité de l'application de l'accord d'Alger, particulièrement dans les régions de Tombouctou et Taoudeni. Alors, aujourd'hui, il parle un peu de cette frustration des Kelansar, la tribu des Kelansar qui n'aurait pas été prise en compte dans l'application de l'accord d'Alger. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Fakara Faïndé?
Pratiquement, c'est la fois passée, c'est ce que j'ai révélé. J'ai dit qu'il y a beaucoup de tribus au nord. Les Kalansar, si je ne me trompe pas, c'est l'ancien ministre Agamani. Il fait partie de cette tribu, les Kalansar. Oui, mais ce mouvement est dirigé pour éviter l'amalgame par un autre ancien ministre de Moussa Traoré, qui s'appelle d'ailleurs Hama Ag Mahamoud. Hama Ag Mahamoud. Voilà. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de tribus au nord. Et je dis que l'accord a été signé sans les vrais acteurs. Alors c'est qui les vrais acteurs? Les vrais acteurs, c'est ça les tribus qui sont là. Par exemple, les Imgad qui sont à Kidal, c'est une tribu aussi. Les Imrad qui sont représentés dans cet accord-là. Oui, avec le Gacha. Les Iforas qui sont représentés également dans il y a les Daosak, il y a les Daosak, il y a les Willemiden. Il y a beaucoup Est-ce que toutes ces tribus aujourd'hui n'ont pas leur sensibilité, justement? Non, leur sensibilité, les tribus sont liées. Les tribus sont liées, mais il faut comprendre par là la création de ce nouveau groupe-là. Parce que chacun veut chercher un point de chute. Et le moment des négociations, il faut que moi, je compte. Il faut que je sois présent. Il faut qu'on me considère. Donc, pratiquement, je suis obligé de créer mon groupe aussi. Parce que c'est ça qu'il faut voir. Dans les négociations, si tu ne crées pas ton groupe maintenant, pour te faire valoir. Alors dès maintenant, pourquoi pas avant, déjà avant la signature de l'accord, pour être impliqué dans le processus de paix? Pourquoi maintenant? Parce que maintenant, il est plus difficile d'ailleurs. Parce que maintenant, il y a divergence de vues, il y a divergence d'intérêts. Donc, chacun cherche son petit intérêt. Et ça ne vous a pas surpris de voir que l'autre jour, il y a une partie de la SEMA qui a quitté pour rejoindre la plateforme. C'est pour vous dire que dans cette situation, ça ne doit pas surprendre quelqu'un. D'accord. Alors, Sidiki Diabaté, vous êtes de RFM. Dites-moi, aujourd'hui, ce mouvement se dit aussi un mouvement d'autodéfense et particulièrement de la défense de l'application de l'accord uniquement à Taoudéni et à Tombouctou. Alors, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils pensent que Kidal est une zone occupée, il faut occuper une autre zone? Oui, il y a ce facteur-là. Vous savez, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre dans tout ça, là, c'est que l'histoire se répète. Bien avant aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des accords, à chaque fois de nouveaux groupes se forment. Pourquoi? Parce que tout simplement, les accords font que il y a des opportunités qui sont là. C'est pourquoi un ancien diplomate français du nom Nicolas Normand, il a dit clairement que cet accord-là est une forme de prime, c'est-à-dire en faveur de la violence, c'est-à-dire qu'une sorte de prime pratiquement. Donc cela fait que ceux-ci sont peut-être venus en retard ou qu'ils étaient logés quelque part. Maintenant ils se font voir sous d'autres couleurs, ça c'est possible également. Maintenant qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que cet accord-là crée des situations où les gens c'est-à-dire que des gens comprennent qu'il faut être armé, il faut se regrouper, il faut vraiment sortir vraiment de l'eau avec des termes comme ça, avec des philosophies comme ça, pour se faire entendre. Finalement, c'est comme si l'accord devient vraiment une source vraiment de violence, une source qui nous permet d'aller vers ce phénomène-là. Donc, vraiment que cela cesse. Maintenant, pour revenir un peu en arrière, il y a quelque chose... Très rapidement. Voilà, très rapidement. C'est-à-dire que quand vous dites que ces attaques-là, mais ces attaques-là, on en a connu ça à Bamako, avec l'hôtel Radisson. Et à l'époque, le président de la République, à son temps, a tenu un discours où il a dit clairement qu'il va falloir qu'on s'habitue à ça. Mais il faut qu'on s'habitue à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va continuer. Et ça va continuer jusqu'à où? Donc c'est pour vous dire que les solutions que nous sommes en train d'envisager sur ce plateau, c'est des solutions. Mais est-ce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui sont dans cette philosophie? Est-ce qu'ils sont dans ce dynamisme-là? C'est ça le problème, finalement. Merci. Voilà. Dites-moi, Amadengue Sagara du journal Soloni, est-ce qu'aujourd'hui un plaidoyer n'était pas plus approprié pour les Kalansar ou une lutte politique au lieu de créer justement un autre mouvement armé dans cette zone? Attention encore. Justement, c'est pourquoi je suis surpris et je trouve que c'est même de la comédie. Et moi, tout ce que je peux dire face à cette situation, il faut les arrêter. Il ne faut même pas leur donner le créneau de s'exprimer. Parce que ce n'est pas écarté que d'autres groupes se forment. Comme il a dit, c'est un jeu d'intérêt. On voit après l'accord, qu'est-ce qu'on peut gagner. Chacun veut former son petit groupe pour avoir sa part de gâteau. Non, il faut que ça cesse. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Le groupe qui se crée, on l'écrase avant même qu'il n'ait le temps
de dire quoi que ce soit. D'accord. Boubacar Paintao de l'Indépendant, est-ce que l'État a ses moyens justement d'écraser ces différents groupes qui sont en train de naître et en plus de cela, quand on voit plus d'armes dans une partie, surtout la partie septentrionale et autres, est-ce que ça ne va pas être de nature à compliquer un peu les choses? Je vois qu'on me fait signal, on me donne le signal de la pause. On prend quelques secondes de pause et on revient. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Boubacar Paintao, je vous posais la question suivante. Est-ce que justement plus d'hommes armés dans cette zone-là n'est pas de nature à encore plus compliquer le processus de paix et de DDR qui est pratiquement en cours? Voilà, effectivement, je crois qu'on a plusieurs fois dit cela, et qu'il est temps pour l'État malien. Bon, vous avez posé une première question, est-ce que l'État a les moyens de les écraser? L'État a les moyens de les écraser, c'est de passer rapidement, quoi qu'on puisse reprocher à l'accord de paix, à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Maintenant, je crois que il faut passer à sa mise en œuvre. Je crois que la mise en œuvre de l'accord, maintenant on va déterminer, voilà le processus de DDR. Donc on va enclencher le processus de DDR. Maintenant on va déterminer qui doit détenir une arme, qui ne doit pas détenir une arme. Ça c'est extrêmement important. Maintenant je crois que la création de... Alors sur ce, je vais être obligé de vous stopper. On va rapidement aller au prochain thème. On est un peu pris par le temps. La visite de Angela Merkel au Mali. Je suis désolé de vous interrompre. Merkel était au Mali en visite officielle. La chancelière était accompagnée quand même par une très forte délégation. C'était à partir du 9 octobre dernier. Fakara Faïnde, dites-moi, c'est un symbole fort de voir Angela Merkel, la chancelière allemande au Mali? Non, c'est un symbole très fort pour la diplomatie malienne. Mais je crois que cette visite, moi je la vois sur trois angles, c'est-à-dire trois centres d'intérêt. Il y a la sécurité, parce que l'Allemagne a toujours voulu doubler quand même son effectif au Mali. Et ce pays partenaire qui a... L'Allemagne qui intervient sous égide de l'Union européenne. Effectivement. Et l'Allemagne qui a eu des relations anciennes avec le Mali, c'est le premier pays qui a reconnu l'indépendance du Mali. Mais vous savez bien qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne n'a pas eu le temps, sinon n'a pas eu les mains libres, c'est-à-dire pour mener une politique très forte dans les pays outre-mer. Donc ce pays, il faut voir que la coopération décentralisée aussi intéresse beaucoup l'Allemagne, parce qu'elle a dit que pratiquement, il faut que l'aide soit directement liée aux populations. Mais je crois que tout ça, ça cherche un centre d'intérêt qui est plus capital. Ça, c'est freiner un peu l'immigration. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la dame, elle a eu beaucoup chaud dans son pays par rapport vraiment aux réfugiés syriens. Et le Sahel est considéré comme une zone de passage des immigrés. On pense que c'est chez nous. Le Mali est un pays de départ. Bon, le Mali, c'est ce qu'ils pensent. Peut-être pas vers l'Allemagne, mais vers le continent. Oui, vers le continent. On pense que alors ce pays-là, notre pays est un pays de passage. Et là aussi, tout le monde veut être présent aussi pour contrôler un peu aussi le djihadisme, qui est une menace pour les pays européens. D'accord, merci. Sidiki Kouyaté de RFM, qu'est-ce qu'on a à y gagner, surtout dans notre contexte politico-sécuritaire? Qu'est-ce que le Mali peut tirer justement de l'Allemagne? Bon, c'est justement... À part cette coopération militaire, bien entendu, à travers l'EITM. Oui, c'est ça. C'est justement un peu le problème chez nous, c'est que pratiquement, les gens peuvent venir comme on peut aller chez les gens, mais dans la plupart des cas, on voit qu'il n'y a pas de résultat après. Pourquoi il n'y a pas de résultat? Parce que les relations entre État et État, ce ne sont pas des simples relations. Ce ne sont pas des simples relations, c'est des relations qu'il faut vraiment savoir exploiter. Maintenant, chez nous... Mais qu'est-ce qu'on peut y gagner ici concrètement? Oui, c'est que nous, on peut ici gagner concrètement. Est-ce que vous pensez que l'option Allemagne serait plus bénéfique pour nous que l'option française, la métropole? Non, il n'y a pas option française, il n'y a pas option allemande. Il n'y a pas justement à recouvrir le territoire. Non, là où nous sommes aujourd'hui, il n'est pas question de laisser la France pour aller avec l'Allemagne. L'Allemagne ne cherche pas ça. Et la France non plus ne cherche pas ça. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il faut une décision politique qui permet aujourd'hui à nos autorités
de faire connaître aux autres ce que le Mali a réellement besoin. Pratiquement tous ceux qui font le déplacement vers le Mali, ils viennent avec leur agenda. Est-ce que c'est des agendas qui sont conformes à nos réalités ici? C'est ça même le problème. Mais des fois, même quand nous, on essaie de mettre quelque chose sur la table et que les gens vraiment nous aident dans ce sens-là, vous allez voir que le bas blesse à notre niveau parce qu'encore il nous manque cette volonté politique ou mais ce courage politique d'appliquer les choses à la lettre. C'est ça un peu le problème, quoi. Donc ce qui fait que les relations là-bas, finalement, on ne sait même pas qu'est-ce que ça donne. Merkel, la visite, on voit que la visite de Merkel a été quasiment suivie quand même de celle de Bogdanov. Bogdanov, le vice-ministre des Affaires étrangères et représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, est passé le 12 octobre, quasiment quelques jours après Angela Merkel. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Est-ce que aujourd'hui certains pays sont en train d'essayer de jouer un petit jeu de ping-pong avec le Mali? Bon, je dirais, au-delà de tout ça, c'est un succès diplomatique pour le Mali d'abord. Et je pense que... Donc on peut dire que les retombées diplomatiques engagées par le chef de l'État ont eu... Vraiment, pour une fois, là, il faut le reconnaître. Parce que jusqu'ici, personne ne croyait au Mali. On ne pensait pas vraiment... Et vous pensez que cette visite-là va changer quelque chose? Je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Surtout... Mais une visite reste une visite. Une visite, quand même, je me demande en quoi est-ce que ça va changer quelque chose. Non, ça peut changer. Non, mais étant donné que dans cette... Ce n'est pas une visite de courtoisie. Je pense que ce n'est pas une visite de courtoisie. C'est un pays très puissant, européen. Une visite de partenariat, n'est-ce pas, d'échange politique. Et même aujourd'hui, je crois que déjà, l'Allemagne fait beaucoup pour le Mali, ne serait-ce que l'appui qu'elle apporte à l'UTM pour la formation de nos soldats. Donc je ne pense pas que ce soit de simples visites. Et la venue de Bogdanov juste après. Oui, n'oubliez pas que lors d'une marche, la population a demandé l'aide de la Russie. Mais est-ce que, justement, Boubacar Paintao, est-ce que cette visite qui suit celle d'Angela Merkel n'est pas de nature justement à saper nos rapports avec Angela Merkel quand on voit qu'il y a cette tension aujourd'hui en Europe avec la Russie? Est-ce que, moi je mets... Vladimir Poutine vient d'annuler sa visite en France déjà avec la France qui est la métropole qui l'a Est-ce que ce n'est pas une simple coïncidence? Je ne sais pas, parce que mais tout compte fait, moi je vais dire que la visite de Angela ne va rien apporter à notre pays, à part, c'est-à-dire que les coopérations qui existaient déjà. Sinon, donc il n'y aura pas un renforcement justement de ces coopérations. La Merkel a émis le souhait d'injecter un peu plus, justement, moi, je ne vois pas. Moi, de mon point de vue, ce qu'on... directement à l'aide aux populations. Moi, de mon point de vue, ce qui peut être à la base de cette visite au Mali, c'est que l'Allemagne s'est engagée à construire une base au Niger, qui est un pays voisin du Mali. Mais maintenant, le Mali étant, c'est-à-dire que le pays du Sahel qui est fortement touché par la crise, moi je pense que sa visite, moi de mon point de vue, c'est uniquement en rapport avec ça. Maintenant, la visite de l'autre, Mikhail Bogdanov, oui. C'est très normal parce que je crois que plusieurs fois les marcheurs sont venus, Est-ce que vous pensez que c'est sous l'impulsion des marcheurs que la Russie a décidé de venir? Mais vous savez que l'Occident considère plus l'opinion parce que plus l'opinion, c'est pas comme dans nos pays où on s'en fout généralement, excusez-moi du terme, de l'opinion. C'est pas la même chose que... Leur opinion à eux, mais est-ce qu'ils ont un regard sur l'opinion publique malienne? Si l'information est remontée, que plusieurs fois les marcheurs sont venus demander l'implication de la Russie, mais pourquoi ne pas envoyer un vice-ministre au moins échanger avec le gouvernement malien? D'accord, merci. On va parler très rapidement de Randgold. Il nous reste à peine 5 minutes. Le gouvernement malien qui a décidé de fermer les bureaux du producteur d'or Randgold, les bureaux de Bamako uniquement, suite à un conflit fiscal. On parle de près de 200 millions de dollars. Mais le PDG, Marc Bristow, a parlé justement du fait que l'apport de Randgold représente quand même 7 à 11% du PIB malien. Que pensez-vous de cette fermeture, Fakara Faïnde, du Républicain? Bon, je crois que moi je trouve que ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Mali. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que... Malgré le fait qu'il n'avait quand même pas soldé, qu'il n'était pas en règle avec la fiscalité, est-ce qu'il fallait laisser faire? Justement, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont été appelés à l'ordre? C'est ça la question. Est-ce que ceux qui devraient être chargés
de la question, on fait le travail. C'est ça la question. Merci. Moi, je crois qu'avec... Sidiki Kouyaté, très rapidement. Okay. Sidiki Kouyaté de RFM, dites-moi, est-ce que ce n'est pas justement un moyen de les rappeler à l'ordre? Est-ce qu'il est trop tard pour les rappeler à l'ordre? Est-ce que le gouvernement, est-ce qu'on n'a pas bien fait justement de fermer Randgold en leur disant, écoutez, payez ce que vous devez? Oui, effectivement, si c'est par rapport à des questions de fiscalité, quand même une nation sérieuse ne doit pas quand même s'amuser avec les questions de fiscalité. Donc, si vous voyez que le ministre est allé jusqu'à même à fermer les bureaux ici, ça veut dire que le ministre a dû passer par plusieurs chemins avant qu'on arrive là. Donc maintenant, si c'est ce qu'il faut pour se faire entendre souvent, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que si Randgold est toujours intéressé, Randgold est toujours là. Et encore, le retard de paiement d'impôts doit être pénalisé également. Donc, on doit en tenir compte de tout cela là. Donc, il n'est pas dit que c'est une grosse boîte. Il n'est pas dit que c'est parce que ça Randgold apporte beaucoup et dans le PIB qu'on ne doit pas toucher Randgold finalement. Parce que tout ça là, c'est des sentiments, tout ça là, c'est des choses qui font qu'on peut passer banalement dans la corruption finalement. Merci. Alors, Amadengue Sagara, est-ce que justement ce n'est pas de nature à rendre les relations un peu plus compliquées avec un gros bailleur comme Randgold, un gros producteur d'or comme Randgold? Randgold a quand même 3 mines d'or dans le pays. Oui, au contraire, moi ici, je salue pour une fois la responsabilité de l'État malien. Comme il a dit, ce n'est pas parce que Randgold apporte qu'on va laisser faire certaines choses. D'ailleurs, c'est le docteur Boubou Cissé, ministre de l'économie, qui a rappelé Randgold. Justement. Et ce ministre, vraiment, il est en train de se battre. Si aujourd'hui, on oblige les Maliens à payer leurs impôts, à payer leurs taxes, ce n'est pas à Randgold qu'on ne va pas demander. C'est pour dire ici, si vous êtes là, vous devez vous conformer aux règles, aux lois de la République du Mali. Et je pense que ça, c'est vraiment c'est louable. Et Randgold, comme il a dit, s'ils sont toujours intéressés, ils n'ont qu'à négocier, ils n'ont qu'à revenir, ils n'ont qu'à payer ce qu'elle a et continuer le contrat. Alors, je signale que Randgold n'est déjà pas parti. Randgold reste toujours là et on a fermé les bureaux de Bamako. Est-ce que ça veut dire qu'on a fermé les mines? Est-ce que la production d'or s'est arrêtée? Non, comme vous l'avez dit, c'est une manière peut-être de les rappeler à l'ordre. Quand vous voyez dans les kiosques fermés pour non-paiement de taxes, moi, je crois qu'il faut négocier. Il faut négocier. Vous pensez qu'il faut négocier? Est-ce que ce n'est pas justement une manière de négocier, Boubacar Paintao de l'indépendance? Est-ce que ce n'est pas une bonne manière de négocier? Oui, je crois, je vais d'abord tirer mon chapeau au ministre parce que... C'est le début du réveil? Oui, parce qu'il faut ça, il faut des décisions comme ça, parce que tout État est respectable, c'est-à-dire qu'il doit souvent se comporter de la sorte. Parce que la fiscalité, on ne doit pas jouer avec la fiscalité. Plus de 200 millions de dollars, je crois que nous, chaque fois, on est en train de... on prend nos bâtons de pèlerin pour tourner souvent pour quelques millions, mais alors que chez nous ici, on a des choses, beaucoup d'argent qu'on peut. Maintenant, moi, je pense que l'adhésion elle est salutaire, mais au-delà de cela, maintenant, pourquoi on est arrivé à ce niveau? C'est-à-dire que je crois qu'on doit chercher à répondre d'abord à cette question. C'est-à-dire que quelque part, il y a des agents de l'État qui ont accepté cet état de fait jusqu'à ce niveau. Sinon, plus de 200 millions, je crois que ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans. Et je crois, parce que moi, je ne peux pas comprendre. Et quelque part, il y a des agents de l'État qui ont accepté ce fait-là jusqu'à ce niveau. Je crois qu'il faut mener des enquêtes pour que des situations de ce genre ne se reproduisent. Est-ce que vous pensez que d'autres industries, d'autres pourraient éventuellement être dans le même cas et que, mais si c'est comme ça, Randgold pourrait servir de leçon? Oui, évidemment, parce que Randgold, comme vous l'avez dit, parce que beaucoup ont tendance à croire que dans nos relations avec Randgold, nous on gagne plus que Randgold, mais c'est tout à fait le contraire. Si Randgold est là pendant des années, ça veut dire que Randgold gagne plus que nous. Maintenant, si on accepte, on décide de fermer les bureaux de Randgold pour non-paiement, maintenant les autres qui ne sont pas, peut-être que plus ou moins puissants, peut-être qu'ils vont passer à la caisse. Merci, ils nous ont fait le plaisir d'être là. Ceci met donc un terme à notre forum de la presse. Boubacar Paintao de l'Indépendant, Fakara Faindé du Républicain, Amadengue Sagara du journal Soloni, Sidiki Kouyaté de RFM qui était là pour la première fois. Merci à vous, messieurs. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé ce petit instant avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur www.rfi.fr
www.studiotamani.org. Elle a été réalisée par Samba Doumbia, à la mise en onde de Salim Djouara. La régie vidéo a été assurée par Mamadou Diawara. Je suis Ousmane Diadje Touré. Merci, à la semaine prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.